En juin 2025, des agences de renseignement internationales de 6 pays ont mené une opération spéciale et saisi le plus grand marché de la drogue d'Europe. 300 agents, 8 arrestations, une bannière sur le site. 3 semaines plus tard, le deuxième plus grand marché fermait ses portes. 0 arrestation, 0 bannière, le même résultat, sauf que l'argent ne s'est pas volatilisé. Je m'appelle Monsieur Dark Web et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un marché du Darknet qui est devenu le successeur d'Hydra et qui a disparu exactement comme le font les fantômes, sans laisser de traces. Après que les agences de renseignement ont détruit Hydra en 2022, tout le monde se posait la même question. Qui allait prendre le trône ? Si vous avez regardé ma vidéo sur Hydra, vous vous souvenez de l'ampleur. 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur toute son existence. 17 millions de comptes acheteurs, 19 000 comptes vendeurs. 80% de tout le Darknet entre une seule paire de mains. Lorsque l'Office fédéral de police criminelle allemand, le BKA, et les agents fédéraux américains ont débranché les serveurs d'Hydra, situés en Allemagne le 5 avril 2022, et confisqué 25 millions de dollars en bitcoin, il a semblé que le marché clandestin s'effondrerait pour toujours. Le chiffre d'affaires quotidien de tous les marchés du Darknet dans le monde est tombé de 4,2 millions de dollars à 447 000. Du jour au lendemain, c'est une chute de 90%. Mais le marché ne s'est pas effondré, il s'est reconfiguré. Sur le flanc est, dans le segment russophone, au moins 12 nouveaux marchés ont vu le jour en quelques mois. En 2024, ils avaient se capturé 97% des ventes mondiales de drogue sur le Darknet. Sur le flanc ouest, dans le segment anglophone, les choses se sont passées différemment. Il n'y a pas eu d'explosion cambrienne de nouveaux acteurs ici. Ici, une guerre silencieuse et calculée a commencé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Une guerre pour les utilisateurs, pour les vendeurs, pour la confiance, et une personne que personne n'avait jamais vue en face ni entendue de vive voix a gagné cette guerre. Je suis tombé sur cette histoire par hasard. Ou plutôt, pas sur l'histoire, mais sur les chiffres. Au milieu du mois de juillet 2025, la société d'analyse TRM Labs, l'une des principales entreprises mondiales de renseignement sur la blockchain, a publié un rapport détaillé sur l'état du marché du Darknet occidental. Habituellement, je survole ces documents en 5 minutes. Des graphiques arides, des tableaux, des prévisions pour les investisseurs. Mais il y avait une ligne dans ce rapport qui m'a fait m'arrêter et la relire 3 fois. Le marché qui, en 2024, contrôlait 70% de toute l'activité Bitcoin sur les marchés du Darknet occidentaux avait cessé d'exister. Silencieusement, sans bannière du FBI sur la page d'accueil, sans conférence de presse d'Europol, sans une seule arrestation, il a simplement disparu. Et avec lui, l'argent a disparu aussi. Selon les estimations les plus conservatrices des analystes, entre 300 et 400 millions de dollars de chiffre d'affaires total. J'ai commencé à creuser. J'ai récupéré des analyses de blockchain disponibles en sources ouvertes. J'ai trouvé des messages archivés sur des forums du Darknet. J'ai contacté des personnes qui avaient perdu de l'argent. J'ai relu des dizaines de fils de discussion sur Dread, le principal forum de discussion de l'Internet de l'ombre. Et plus j'avançais dans cette histoire, plus l'image devenait claire. Ce n'était pas juste un marché. C'était une machine. Construite de toutes pièces par une seule personne, réglée dans les moindres détails et conçue pour qu'au bon moment, elle puisse être démantelée et emportée. Entièrement, avec tout ce qui se trouvait dessus. Cette personne était connue sous le pseudonyme de Vito. Rien d'autre n'est connu à son sujet. Ni son pays de résidence, ni son âge, ni son genre. Pas une seule trace qui mènerait à sa véritable identité. Seulement un pseudonyme et 4 ans de travail impeccable, presque démonstrativement fiable, qui s'est terminé un matin au début du mois de juillet 2025. Quand j'ai commencé cette enquête, je pensais examiner un énième exit scam. Un schéma familier pour quiconque suit le Darknet. Un marché prend de l'ampleur, accumule des fonds sous séquestre, puis les administrateurs s'enfuient avec l'argent. Cela arrive régulièrement. Mais plus j'en apprenais sur Abacus, plus je réalisais que cette histoire était différente. Il n'y avait pas de précipitation ici. Pas d'avidité au premier stade, pas d'erreurs qui trahissent habituellement un escroc. 4 ans de construction patiente et méthodique. Et une coupe précise, chirurgicalement propre à la fin. C'est une histoire sur la façon dont la confiance se construit dans un monde où l'on ne peut faire confiance à personne, et sur le prix payé pour cette confiance par ceux qui, à la fin, ont cru. En septembre 2021, 5 mois après la chute d'Hydra, non, stop, Hydra était toujours debout, il ne tomberait que dans 6 mois. Et c'est un détail important, parce que la personne qui a lancé Alphabet Market en septembre 2021 ne savait pas qu'Hydra disparaîtrait bientôt. Il ne se précipitait pas pour combler un vide.
Ils se préparaient à un jeu de longue haleine dans un monde où Hydra semblait éternel. Alphabet Market. Le nom lui-même était un signal pour ceux qui comprenèrent le contexte. Alphabet, le plus grand marché anglophone de l'histoire du Darknet, a été détruit par le FBI dans le cadre de l'opération Bayonet en 2017. Son fondateur, un Canadien de 26 ans, a été retrouvé mort dans une prison thaïlandaise quelques jours après son arrestation. Alphabet sonnait comme une continuation, comme un héritage, comme une promesse silencieuse. Nous nous souvenons et nous sommes de retour. Le marché est apparu discrètement. Pas d'annonces bruyantes sur les forums, pas de campagnes publicitaires agressives, pas de promesses de révolutionner le marché. Vito, l'administrateur, et, pour autant qu'on puisse en juger, l'unique architecte du projet, s'est inscrit sur Dread et a commencé à se bâtir une réputation. Non pas par des mots, mais par l'infrastructure. Authentification à 2 facteurs via PGP pour chaque compte. Portefeuille multisignature pour le séquestre, où une transaction nécessite la confirmation de l'acheteur, du vendeur et du marché lui-même. Support du Bitcoin dès le premier jour, des frais inférieurs à ceux de n'importe quel concurrent. Et la décision la plus intelligente de toutes, un programme de recrutement actif de vendeurs. Vito a délibérément débauché des vendeurs vérifiés d'autres marchés, leur offrant de meilleures conditions et des frais réduits. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une stratégie. 2 mois après le lancement, en novembre 2021, un changement de marque a eu lieu. Alphabet Market est devenu Abacus Market. Le nom a changé, mais l'équipe et l'infrastructure sont restés les mêmes. Vito a expliqué sur Dread que le nouveau nom reflétait mieux la philosophie du projet. Abacus, un outil pour un calcul précis, froid, fiable, sans émotion. Il y avait quelque chose de presque ironique dans ce choix de nom. Bien que personne ne l'ait remarqué à l'époque, l'homme qui allait finalement prendre des centaines de millions de dollars appartenant à d'autres personnes a nommé son marché d'après une calculatrice. À la fin de 2021, Abacus comptait environ 5000 annonces actives. Un chiffre modeste selon les standards du Darknet, où les grands marchés se comptaient par dizaines et centaines de milliers. Mais Vito n'était pas pressé. Il observait le marché et attendait. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas d'attaquer, mais de survivre à tous ceux qui attaquent. Et puis le monde a commencé à travailler pour lui. Le 5 avril 2022, Hydra s'est effondré. Les agences de renseignement allemandes et américaines ont mené une opération conjointe, ont débranché les serveurs et 80% du Darknet mondial est devenu sombre du jour au lendemain. Le segment russophone a perdu son monopole. Le segment occidental, qui était déjà fragmenté entre plusieurs marchés, a tremblé. Tout le monde a compris, si les agences de renseignement pouvaient atteindre Hydra, qui semblait invulnérable, alors les marchés plus petits étaient encore plus menacés. En 2022, Abacus occupait une modeste 4e place parmi les marchés Bitcoin occidentaux, 10% du marché. Devant lui se trouvaient 3 acteurs sérieux, ASAP Market, Incognito et Bohemia. Chacun d'eux avait une audience établie, des milliers de vendeurs et des années de réputation. Il semblait qu'Abacus resterait un acteur de milieu de gamme solide mais sans éclat. Mais Vito attendait et le marché a lui-même ouvert la voie. En juillet 2023, ASAP Market a annoncé sa fermeture volontaire. Les administrateurs ont publié un message d'adieu sur Dread et ont fait quelque chose d'inhabituel pour le Darknet. Ils ont rendu tous les fonds sous séquestre aux vendeurs et aux acheteurs. Ils ont fermé, honnêtement, sans vol, sans exit scam. 123 000 annonces ont disparu du marché en un jour. Des dizaines de milliers d'utilisateurs et de vendeurs se sont retrouvés sans marché. La foule a afflué pour trouver un nouveau foyer. Le trafic d'Abacus a augmenté de 20% au cours du premier mois suivant la fermeture d'ASAP. Cela semble parfait, presque trop parfait. Vito n'a pas seulement accepté cet afflux, il l'a traité. Le marché fonctionnait de manière stable, sans interruption. Le séquestre fonctionnait, le support répondait aux demandes. Dans le contexte de chaos et de panique qui régnait sur des marchés moins préparés, Abacus semblait être la seule option fiable. Sa part de marché est passée de 10 à 17%, mais Vito savait que 17% n'est pas un monopole. Et sans monopole, vous ne pouvez pas dicter les règles. En mars 2024, les agences de renseignement ont fait tomber Incognito Market. Un autre concurrent majeur a disparu. Une autre vague d'utilisateurs s'est retrouvée sans marché. Et encore une fois, Abacus était là, stable, opérationnel, prêt à accueillir tout le monde. Au milieu de 2024, Abacus contrôlait plus de 70% de toute l'activité Bitcoin sur les marchés du Darknet occidentaux. De numéro 4, il était devenu le numéro 1 incontesté, pas par la guerre avec les concurrents, pas par des attaques par déni de service, pas par l'agression, par la patience et le temps. 4 ans. L'un après l'autre, les concurrents ont soit fermé volontairement, soit sont tombés sous les coups des agences de renseignement.
Mais Abacus est resté. Vito publiait régulièrement des mises à jour sur Dread, répondait personnellement aux questions des utilisateurs, introduisait de nouvelles fonctionnalités et améliorait l'interface. Il a même embauché un modérateur distinct pour le marché australien et a intégré de l'argot australien dans les textes du marché pour attirer une audience de cette région. Il agissait comme s'il construisait une entreprise pour des décennies, comme s'il prévoyait de vieillir avec ce projet. Et tous ceux qui observaient cela, qu'il s'agisse d'un acheteur ordinaire, d'un vendeur majeur ou d'un analyste sur un forum, pensèrent la même chose. Enfin, un marché est apparu auquel on peut faire confiance. Personne ne s'est posé une question simple. Pourquoi une personne qui contrôle 70% du marché et détient des centaines de millions de dollars appartenant à d'autres personnes continuerait-elle à jouer franc jeu alors que dans le Darknet, il n'y a ni tribunal, ni police, ni loi devant laquelle on peut faire appel? Mais nous en discuterons au prochain chapitre. Car d'abord, nous devons comprendre précisément comment la machine que Vito a construite en 4 ans a été assemblée. Sans cela, il est impossible de comprendre comment il l'a démantelée en 12 jours. 25 000 annonces, voilà à quoi ressemblait la vitrine du marché Abacus à la fin de 2024. Stimulants, dissociatifs, psychédéliques, opioïdes, benzodiazépines, médicaments sur ordonnance, produits pharmaceutiques sans licence, produits à base de cannabis. Tout était classé avec des filtres, des avis et des notes de vendeurs. Si vous retiriez le contenu pour ne laisser que l'interface, il aurait été presque impossible de distinguer Abacus d'une boutique en ligne ordinaire. Mais Abacus ne se distinguait pas de ses concurrents par sa vitrine, il se distinguait par ce qui se trouvait derrière. La décision clé de Vito fut de prendre en charge 2 crypto-monnaies simultanément, le Bitcoin et le Monero. La plupart des plateformes occidentales à cette époque choisissaient l'une des deux. Archetype, le principal concurrent, fonctionnait exclusivement sur Monero. D'autres plateformes n'acceptaient que le Bitcoin. Vito a parié sur les 2 options et il a eu raison. Le Bitcoin attirait un public de masse, des gens qui en possédaient déjà dans leur portefeuille et ne voulaient pas s'embêter avec de nouvelles devises. Le Monero attirait ceux qui se soucièrent de la sécurité, car cette crypto-monnaie est pratiquement impossible à tracer grâce aux signatures de cercle et aux adresses furtives. En 2024, le paysage était le suivant. Entre 2 tiers et 3 quarts de tout le volume des transactions sur Abacus passait par Monero. Les analystes de TRM Labs ont enregistré environ 100 millions de dollars en transactions Bitcoin sur toute la durée d'activité de la plateforme. Mais ce n'était que la partie visible. En tenant compte de la part du Monero, le chiffre d'affaires réel se situait entre 300 et 400 millions. Et c'est une estimation prudente. Près de la moitié de toutes les nouvelles plateformes du Darknet lancées en 2024 acceptaient exclusivement le Monero. Un an plus tôt, ce chiffre n'était que d'un tiers. La tendance était évidente. Le marché se retirait dans l'ombre, loin de l'analyse de la blockchain, et Abacus était à l'avant-garde de cette tendance. Dans le même temps, le nombre réel de nouvelles plateformes en 2024 a chuté de 42% par rapport à 2023. Le marché ne changeait pas seulement, il rétrécissait. De petits projets construits sur des modèles et avec une sécurité minimale apparaissaient et disparaissaient en quelques semaines. Seuls les grands et stables subsistaient. Et à la fin de 2024, grand et stable, sur le flanc occidental, signifiait un seul mot, Abacus. Pour comprendre l'échelle, un chiffre suffit. Les ventes de drogue en crypto-monnaie sur le Darknet ont augmenté de 19% entre 2023 et 2024, atteignant près de 2,4 milliards de dollars en volume mondial. Abacus n'était pas simplement un participant à ce marché, il en était le hub occidental. Le deuxième élément de la machine était le séquestre, un portefeuille de dépôt central avec un système multisignature. L'acheteur déposait des fonds sur le compte de la plateforme. L'argent était gelé jusqu'à la confirmation de la réception des marchandises. Après confirmation, les fonds étaient de transférer au vendeur, moins la commission de la plateforme. En cas de litige, Abacus agissait en tant qu'arbitre. Vito résolvait personnellement les cas complexes, ce qui renforçait sa réputation de gestionnaire équitable. Le système fonctionnait sans accroc, si bien que les gens ont cessé de se demander qui contrôlait réellement tout cet argent gelé. À tout moment, les comptes de séquestre contenaient les fonds de milliers de transactions incomplètes. Et la seule personne ayant accès à tous ces portefeuilles était Vito. Le troisième élément était la géographie. Abacus se positionnait comme une plateforme mondiale, mais Vito travaillait délibérément avec des régions spécifiques. L'Australie est devenue son projet spécial. Il a engagé un modérateur dédié pour les utilisateurs australiens, a intégré l'argot local dans l'interface de la plateforme et a adapté les catégories de produits aux spécificités de la région. Ce n'était pas un hasard. L'Australie est l'un des marchés de la drogue les plus chers au monde et les marges y sont nettement plus élevées qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Vito est allé là où les marges étaient à leur maximum. Et de vraies personnes faisaient de fonctionner cette machine. Des milliers de vendeurs, des centaines de milliers d'acheteurs. Pour beaucoup d'entre eux, Abacus n'était pas un passe-temps, mais une entreprise.
leur principale source de revenus. L'une de ces personnes m'a écrit via un canal de communication crypté 3 semaines après la disparition de la plateforme. Je l'appellerai Marchand. Il m'a demandé de ne pas préciser son pays, sa catégorie de produits ou son volume, seulement l'essentiel. Marchand travaillait sur Abacus depuis près de 3 ans. Il a commencé par de petites ventes, a progressivement augmenté son chiffre d'affaires et a réinvesti ses bénéfices dans l'achat de stock. Au début de 2025, Abacus était tout pour lui. Sa seule plateforme, son seul canal de vente, sa seule source d'argent. Il m'a dit que dans la dernière semaine de juin, quand les problèmes de retrait ont commencé, il avait sur son compte une somme équivalente à 9 mois de ses revenus nets. Il ne l'avait pas retiré plus tôt parce qu'il faisait confiance au système. Parce que Vito ne l'avait pas déçu une seule fois en 3 ans. Quand la plateforme a disparu, cet argent a disparu avec elle. Il m'a écrit une phrase dont je me souviendrai longtemps. Il a dit « Je n'ai pas perdu d'argent, j'ai perdu 3 ans de ma vie ». Marchand n'est pas le seul. Il y en avait des milliers comme lui. Des vendeurs qui avaient passé des années à construire leurs notes, leur base de clients et leur réputation sur la plateforme. Et en un jour, tout cela s'est transformé en néant. Il n'y a pas d'assurance sur le Darknet. Pas de tribunal, pas de ligne d'assistance, il n'y a que la confiance. Et quand elle disparaît, il ne reste absolument rien. Mais en juin 2025, il ne restait que quelques jours avant ce moment. Et personne ne comprenait encore que l'horloge tournait déjà. Le 16 juin 2025, une bannière est apparue sur la page d'accueil d'Archetype Market, la deuxième plus grande plateforme du Darknet anglophone. Un fond bleu, du texte blanc et les logos d'Europol, d'Eurojust et des agences de police de 6 pays. Une bannière de saisie standard. Opération Deep Sentinel, 300 officiers, des raids en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède et en Roumanie. Un citoyen allemand de 30 ans, l'administrateur de la plateforme, arrêté à Barcelone, des serveurs situés dans un centre de données néerlandais déconnectés, 7 arrestations supplémentaires en Suède, 7,8 millions d'euros confisqués, 612 000 utilisateurs enregistrés, 17 000 annonces, un chiffre d'affaires dépassant 250 millions d'euros. Tout s'est terminé en 3 jours, du 11 au 13 juin. Pour la communauté du Darknet, ce fut un coup dur. Archetype fonctionnait depuis plus de 5 ans et était considéré comme l'une des plateformes les plus sécurisées. S'il pouvait l'atteindre, cela signifiait que personne n'était en sécurité. Et c'est là que ça devient intéressant. Des milliers d'utilisateurs d'Archetype se sont retrouvés sans plateforme. Les vendeurs ont perdu leur base de clients. Les acheteurs ont perdu l'accès à leurs vendeurs habituels. Tout le monde avait besoin d'un nouveau foyer. Et le seul grand foyer encore debout était Abacus. Quelques jours après la chute d'Archetype, une vague de nouvelles inscriptions a inondé Abacus. Juin 2025 est devenu le mois record de l'histoire de la plateforme. Le volume des ventes a atteint 6,3 millions de dollars. C'était le maximum absolu en 4 ans d'exploitation. Abacus n'était plus seulement la plus grande plateforme, elle était devenue, par essence, la seule. Un monopole. On pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Tout. Le 28 juin, 12 jours après la chute d'Archetype, les utilisateurs d'Abacus ont commencé à signaler sur le forum Dread des problèmes de retrait. Les transactions étaient bloquées. Le Bitcoin n'arrivait pas sur les portefeuilles externes. Les demandes d'assistance restaient sans réponse pendant des heures, puis des jours. Pour quiconque connaît l'histoire des marchés du Darknet, c'était un scénario familier, le premier signe classique d'un exit scam. La plateforme bloque les retraits pour accumuler un maximum de fonds en séquestre, puis elle disparaît. Mais Vito a répondu. Il a publié un message sur Dread où il expliquait la situation par 2 raisons. Premièrement, un afflux massif d'utilisateurs venant d'Archetype avait surchargé le système. Deuxièmement, la plateforme était soumise à une puissante attaque DDoS, ce qui ralentissait encore le traitement des transactions. Les 2 explications semblaient plausibles. Individuellement, chacune était assez réaliste. Une vague d'utilisateurs après la chute d'un concurrent? Oui, cela arrivait à chaque fois. Une attaque DDoS? Un problème standard pour toute grande plateforme sur le Darknet. Mais la communauté du Darknet avait vu ce scénario trop souvent pour le prendre pour argent comptant. La confiance a commencé à s'effriter, et les chiffres l'ont reflété instantanément. Du 1er au 27 juin, le volume moyen des dépôts quotidiens sur Abacus était de 230 000 $, 1400 transactions par jour. Du 28 juin au 10 juillet, ce chiffre est tombé à 13 000 $, 100 transactions par jour, une chute de 94%. Les utilisateurs votaient avec leur argent, ou plutôt avec son absence. Hugh Bunter, l'administrateur de Dread et l'une des voix les plus autorisées de la communauté du Darknet, était en contact direct avec l'équipe d'Abacus depuis longtemps. Après la disparition de la plateforme, il a publiquement déclaré qu'il ne voyait aucune preuve d'implication des forces de l'ordre. Pas de serveur saisi, pas de traces caractéristiques qui accompagnent habituellement les saisies discrètes. Pour la communauté, cela signifiait une chose, Vito est parti de son propre chef, de sa propre volonté, avec l'argent. C'est à ce moment-là que la deuxième histoire m'est parvenue. L'histoire, non pas d'un vendeur, mais d'un acheteur.
Je l'appellerai retardataire car il est arrivé sur la plateforme au tout dernier moment. Retardataire était un utilisateur d'archétype. Après la saisie de la plateforme, il a, comme des milliers d'autres, rejoint Abacus. Il a effectué un dépôt fin juin. Pas une somme énorme, mais une somme significative. Selon lui, c'était de l'argent qu'il économisait depuis plusieurs mois. Il a lu le message de Vito sur Dread et a cru à l'explication concernant le DOS et l'afflux d'utilisateurs. Il a attendu. Il a déposé davantage. La logique était simple. Si la plateforme se rétablissait, les marchandises seraient achetées à un prix avantageux car de nombreux vendeurs baissaient les prix pour stimuler les ventes dans la panique. La plateforme ne s'est pas rétablie. Retardataire a perdu tout ce qu'il avait déposé. Il m'a écrit que le plus douloureux n'était pas la perte elle-même. Le plus douloureux était d'avoir cru au message d'un administrateur qui, même à ce moment-là, savait probablement que dans quelques jours, il éteindrait les serveurs pour toujours. Au début du mois de juillet, j'ai tenté de retracer la destination des fonds des portefeuilles d'Abacus. Les analyses de la blockchain Bitcoin sont publiques. Chaque transaction est enregistrée dans le grand livre. Il suffit de savoir quelles adresses appartiennent à la marketplace et TRM Labs a publié une partie de ces données dans son rapport. J'y ai passé plusieurs jours. Au début, le tableau commençait à se dessiner. Je voyais le mouvement des fonds, je voyais les gros transferts, je voyais l'argent circuler entre les adresses. Et puis, la piste s'est refroidie. Les fonds se dirigeaient vers des plateformes d'échange qui convertissent le Bitcoin en Monero. Et le Monero, contrairement au Bitcoin, ne laisse aucune trace. Les signatures de cercle mélangent les transactions de telle manière qu'identifier l'expéditeur et le destinataire est impossible. Des adresses furtives sont générées à chaque opération. Ce n'est pas un bug, c'est la fonctionnalité centrale de cette crypto-monnaie. Elle a été créée spécifiquement pour rendre la surveillance impossible. Je me suis heurté à un mur. La piste Bitcoin que je suivais menait à un point à partir duquel des dizaines de transactions Monero se ramifiaient, disparaissant dans le vide. Aucun outil d'analyse publique ne pouvait briser cette barrière. Des entreprises spécialisées, comme Chainalysis et CipherTrace, ont revendiqué des capacités partielles de suivi du Monero, mais il n'existait aucune donnée publique concernant ce cas précis. L'enquête a abouti à une impasse. J'avais les chiffres, j'avais les messages sur les forums, j'avais les témoignages des victimes. Mais la réponse à la question principale restait insaisissable. Où est passé l'argent et qui est Vito? Et c'est là que la réalisation m'a frappé, rendant tout encore pire. J'ai consulté l'historique des précédents exit scams du Darknet. Evolution Market en 2015, Agora, White House Market. Tous sont fermés à leur apogée, les administrateurs ont pris l'argent et se sont volatilisés. Aucun d'entre eux n'a été arrêté publiquement. Aucun n'a fait face à un procès. Ceux qui partent au bon moment restent libres. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. J'étais prêt à documenter ce que j'avais et à passer à autre chose. Mais 2 semaines après avoir arrêté, une personne m'a contacté, affirmant savoir quelque chose sur les derniers jours d'Abacus. Quelque chose qui ne figurait dans aucun rapport. La personne qui m'a contacté s'est présentée comme un ancien modérateur de l'une des marketplaces concurrentes d'Abacus. Il ne travaillait pas directement pour Vito, mais il connaissait des gens qui le faisaient, et il observait Abacus depuis l'intérieur de l'écosystème, à une distance d'une poignée de main. Je ne peux même pas citer son pseudonyme. Il l'a demandé explicitement et j'ai donné ma parole. Je l'appellerai l'Observateur. L'Observateur m'a révélé quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur toute l'histoire. Selon lui, des signes de préparation à une sortie sont apparus bien avant le mois de juin, pas dans l'espace public, pas sur Dread, mais dans l'infrastructure technique de la marketplace. Au début de 2025, Abacus a discrètement modifié l'architecture de ses portefeuilles. Le système multisignature, qui nécessitait auparavant la confirmation de plusieurs parties pour les gros transferts, a été modifié. Les changements étaient de cosmétiques en apparence, mais leur essence se résumait à une chose. Vito a gagné la capacité de déplacer des fonds avec moins de confirmation. Pour l'utilisateur moyen, c'était invisible. Pour quelqu'un qui comprend l'architecture des portefeuilles crypto, c'était un signal. L'observateur a déclaré que 2 personnes proches de la marketplace l'avaient remarqué. L'une d'elles a soulevé le problème dans un canal privé. On lui a répondu qu'il s'agissait d'une mise à jour de sécurité programmée. Il n'a pas insisté. 5 mois plus tard, son argent reposait dans un portefeuille auquel il n'avait plus accès. Le second, fait partager par l'observateur, concernait les derniers jours. Lorsque les utilisateurs ont commencé à se plaindre en masse de problèmes de retrait, au sein de l'équipe d'Abacus, selon l'observateur, c'était le calme plat. Pas de panique, pas de réunions urgentes, pas de tentative de réparer le système. Le silence. Comme si tout se déroulait selon le plan. Parce que c'était le cas. Je ne pouvais pas vérifier les dires de l'observateur directement. Je n'avais pas accès à l'infrastructure interne d'Abacus. Mais son récit correspondait parfaitement à ce que je savais déjà grâce aux sources ouvertes. Et cela expliquait un détail qui me tracassait. Pourquoi la conversion en Monero a commencé si rapidement après la fermeture? Si l'exit scam avait été une décision impulsive, déclenchée par la panique suite à la saisie d'archétype, la préparation aurait pris du temps.
Mais la conversion s'est déroulée sans accroc, comme par instruction, parce que l'instruction, semble-t-il, avait été écrite des mois auparavant. L'observateur m'a donné une autre piste. Il a affirmé qu'une partie des fonds convertis en Monero avait, avec une forte probabilité, transité par plusieurs plateformes d'échange intermédiaires avant de se stabiliser. Il ne connaissait pas les points finaux, mais il savait que le volume était fractionné en une multitude de petites transactions, chacune en dessous du seuil, attirant l'attention des systèmes analytiques. C'est ce qu'on appelle le fractionnement, la même technique utilisée dans le blanchiment d'argent au sein du système financier traditionnel. Sauf qu'ici, elle était appliquée dans un environnement où le suivi du mouvement des fonds est déjà presque impossible. Et un détail de plus qui explique beaucoup de choses. J'ai demandé à l'observateur pourquoi Abacus était resté à flot si longtemps alors que ses concurrents étaient abattus les uns après les autres. Sa réponse fut inattendue. Selon lui, les agences de renseignement ont changé leur tactique de ces dernières années. Elles ne cherchent plus à saisir une marketplace pour la saisie elle-même. Au lieu de cela, elles mènent une surveillance à long terme, collectent des données sur les vendeurs et procèdent à des arrestations ciblées. La logique est simple, quand vous fermez une marketplace, les vendeurs migrent vers la suivante et continuent de travailler. Quand vous arrêtez un vendeur, son activité cesse sur toutes les marketplaces simultanément. L'opération Deep Sentinel contre Archetype a montré exactement cela. Ils n'ont pas pris seulement la marketplace, mais des individus spécifiques. 8 arrestations. Et Vito, en observant cela, pouvait en tirer une conclusion simple. Il était le prochain sur la liste, pas la marketplace. Lui personnellement, j'ai tout assemblé. La chronologie, les témoignages, les chiffres, les données de la blockchain. Et le tableau qui en a émergé était à la fois simple et terrifiant. Vito n'a pas fui dans la panique. Il n'a pas été effrayé par la saisie d'Archetype et n'a pas pris de décision spontanée de fermer. Il se préparait, depuis des mois, peut-être depuis le tout début de 2025, la modification des portefeuilles, la préparation des routes de retrait via Monero, la planification du fractionnement des transactions. Tout cela demande du temps, des connaissances et un calcul froid. La saisie d'Archetype le 16 juin n'était pas la cause de l'exit scam mais la couverture parfaite. Lorsque les utilisateurs ont commencé à se plaindre de problèmes de retrait, Vito a pointé du doigt les attaques par déni de service et l'afflux venant d'Archetype. Les deux explications étaient de plausibles, les deux ont détourné l'attention, et les deux lui ont fait gagner du temps. 12 jours, du 28 juin au 10 juillet, c'était suffisant pour terminer le retrait des fonds et fermer toute l'infrastructure. Le site, les miroirs, la version ClearNet, tout s'est éteint simultanément, et c'est là que je veux m'arrêter, parce qu'il y a un fait après lequel rien n'a plus besoin d'être expliqué. Abacus Market a opéré pendant 4 ans. Durant cette période, entre 300 et 400 millions de dollars ont transité par la marketplace. Des milliers de vendeurs, des centaines de milliers d'acheteurs, 25 000 annonces sur la vitrine, 70% du marché du darknet occidental. Et quand cette marketplace a disparu, absolument rien ne s'est passé. Pas une seule bannière du FBI, pas une seule conférence de presse, pas une seule arrestation, pas un seul document judiciaire, pas une seule déclaration d'aucune agence de maintien de l'ordre dans aucun pays du monde. 4 ans, 400 millions, et en réponse à cela, le silence. Juste le silence. Et rien de plus n'a besoin d'être expliqué. Au moment où je termine cette enquête, Vito n'a pas été retrouvé. Son vrai nom est inconnu. Le pays où il se trouve est inconnu. Le montant qu'il a pris dans le séquestre n'a pas été établi précisément, car la majorité des fonds a transité par le Monero et s'est dissoute dans un système conçu pour rendre l'argent invisible. Aucune agence de maintien de l'ordre au monde n'a fait de déclaration publique concernant l'affaire Abacus Market. Formellement, elle n'existe pas en tant qu'affaire. Il y a des rapports d'entreprises d'analyse privée, il y a des messages sur les forums, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Mais du point de vue de la loi, du point de vue du système, Abacus Market a simplement cessé d'exister, comme s'il n'avait jamais été là. Hugbunter, l'administrateur de Dread, qui a maintenu pendant des années le contact avec l'équipe d'Abacus, n'a jamais reçu un seul message de Vito après la disparition. Aucune explication, aucun adieu, seulement le silence. Existe-t-il une chance qu'Abacus ait été saisi par des agences de renseignement en secret? Théoriquement, oui. Dans l'histoire du Darknet, de telles choses sont arrivées. Nemesis Market a été fermé sans annonce publique et la bannière de saisie n'est apparue que des mois plus tard. Les agences de renseignement préfèrent parfois les opérations discrètes pour ne pas effrayer les vendeurs sous surveillance. Mais dans le cas d'Abacus, suffisamment de temps a passé et aucun signe d'activité des forces de l'ordre n'est apparu. La communauté du Darknet, les analystes de TRM Labs et Hugbunter s'accordent tous sur un point. C'était un exit scam. Calculé, préparé et exécuté sans une seule erreur. Et maintenant, la partie la plus troublante. Pendant que j'écrivais cette enquête, le Darknet occidental ne s'est pas arrêté une seule seconde. Les vendeurs d'Abacus ont commencé à migrer vers d'autres marketplaces dès les premiers jours après la disparition. Torzone, DrugHub et plusieurs marketplaces plus petites ont accepté le flux de réfugiés.
Nouvelles inscriptions, nouvelles vitrines, nouvelles évaluations, le même cycle qui a conduit à la croissance d'Abacus après la chute d'Azapé et d'Incognito fonctionnait désormais en faveur de ses successeurs. C'est un cycle. Il se répète depuis le début des marchés du Darknet. Une marketplace grandit, gagne une audience et devient dominante. Puis, soit elle tombe sous les coups des agences de renseignement, soit ses opérateurs prennent l'argent et disparaissent. Les utilisateurs migrent vers la marketplace suivante. Et tout recommence. Après la chute d'Hydra en 22, les marchés russophones ont retrouvé leur volume en 5 mois. Après la fermeture d'Azap, le trafic s'est déversé sur Abacus en quelques semaines seulement. Après Abacus, il coulera ailleurs, c'est déjà le cas. À la fin de 2025, Torzone comptait plus de 15 000 annonces et absorbait activement les anciens vendeurs d'Abacus. Parallèlement, des dizaines de petits marchés ont vu le jour, bâtis sur des modèles préconçus, avec une sécurité défaillante et un seul objectif: gagner rapidement de l'argent et disparaître. Les analystes les ont déjà baptisés les marchés jetables. Ils n'aspirent pas à durer. Ils naissent et meurent en quelques mois, ne laissant derrière eux que les portefeuilles vides de leurs utilisateurs. Il y a toujours quelqu'un prêt à ouvrir une nouvelle boutique. Il y a toujours quelqu'un prêt à y faire des achats. Et toujours, tôt ou tard, la personne derrière le comptoir décide qu'il est plus facile de rafler toute la mise et de partir que de continuer à servir ses clients. Vito l'avait compris. Peut-être l'avait-il compris dès le premier jour, en septembre 2021, lorsqu'il a lancé un modeste marché appelé Alphabet Market. Peut-être a-t-il toujours su comment cela finirait. Et pendant 4 ans, il n'a pas construit un business, il a construit de la confiance. Car dans un monde sans loi, la confiance est la monnaie la plus précieuse de toutes, et la seule que l'on peut encaisser totalement, à condition de choisir le bon moment. Comme toujours, votre serviteur, Monsieur Dark Web.